Après 1945, l'Allemagne n'était plus censée avoir d'armée. Pourtant, 15 ans plus tard, elle en avait une nouvelle, et par un étrange caprice de l'histoire, elle serait armée de la même mitrailleuse qu'elle avait utilisée contre ceux qui étaient désormais ses alliés. Je vais vous montrer comment tout cela s'est produit, et vous raconter l'histoire de ce que beaucoup considèrent comme la meilleure mitrailleuse jamais construite, la MG3. Il nous faut commencer par ses ancêtres tristement célèbres, dont vous avez entendu parler 1000 fois dans des documentaires qui ressassent inlassablement les mêmes faits. On ne va pas faire ça ici. On va plutôt vous montrer l'autre versant du génie allemand. Tout a commencé dans les années 1930, quand les Allemands conçurent la MG34, la première véritable mitrailleuse polyvalente, à une époque où toutes les grandes armées divisaient encore leurs mitrailleuses en 2 ou 3 catégories distinctes. Les mitrailleuses lourdes refroidies à l'eau de type Maxim, les mitrailleuses légères alimentées par chargeurs comme le Bren britannique, puis des mitrailleuses spéciales pour avions ou véhicules, et ainsi de suite. Mais les Allemands eurent l'idée qu'une seule arme, avec des affûts et des accessoires différents, pourrait remplir toutes les fonctions d'une mitrailleuse. Mitrailleuse légère sur bipied pour la section en attaque. Mitrailleuse lourde sur trépied pour le tir soutenu depuis une position défensive. Ou canon anti-aérien sur un affût surélevé. Voire mitrailleuse coaxiale ou de coque dans les chars et mitrailleuse sur pivot sur les véhicules. Une seule arme, une seule munition, une seule chaîne logistique, un seul corps de servants formés. C'était un bond conceptuel considérable, très en avance sur son temps, et cela posa le modèle de ce que toutes les armées modernes appellent aujourd'hui une mitrailleuse polyvalente, une MPG. Elle était chambrée dans la munition standard allemande 7, 92 X57 Moser, et on peut affirmer sans détour qu'elle était la mitrailleuse la plus évoluée du monde à son apparition, que ça nous plaise ou non de l'admettre. La MG34 devint la mitrailleuse principale de l'armée allemande lors des invasions de l'Europe en 1939 et 1940, puis lors de la phase initiale du front de l'Est en 1941. Légère au point d'être portée par un seul homme, elle tirait à une cadence cyclique de 900 coups par minute et disposait d'un système révolutionnaire de changement rapide de canon. L'appui-feu qu'elle apportait au niveau du groupe de combat n'avait aucun équivalent dans l'infanterie alliée, et ce, jusqu'après la fin de la guerre. Magnifiquement fabriquée, finie au standard de qualité des armes civiles haut de gamme, chaque pièce usinée avec précision dans l'acier plein. Vous vous demandez si la MG34 était aussi bonne, pourquoi les Allemands se sont-ils mis en quête d'un remplacement si tôt ? Eh bien, chaque exemplaire nécessitait environ 150 heures de travail pour être achevé. Chacun consommait environ 50 kg d'acier brut de haute qualité, dont l'Allemagne ne disposait pas en approvisionnement fiable. Pratiquement toutes les pièces étaient usinées dans de l'acier plein, sur machines-outils, par une main-d'œuvre qualifiée. Rien n'était simple là, dedans, sans parler de la cadence de production. L'Allemagne ne parvenait pas à les produire assez vite pour répondre à la demande. Par ailleurs, cette même précision d'usinage et ces tolérances serrées qui rendaient l'arme si précise et si bien finie la rendaient aussi terriblement fragile dans les conditions réelles du champ de bataille. La MG34 était sensible à la poussière, à la boue, au sable, au froid extrême, autant d'éléments dont la guerre ne manquait jamais. Les Allemands voulaient donc quelque chose de moins cher, plus rapide à produire, plus simple, plus robuste sur le terrain, mais qui conservait néanmoins le concept universel et fonctionnait avec tous les accessoires conçus pour la MG34. Un sacré défi d'ingénierie. Quand on entend des exigences aussi ambitieuses, ce qui est intéressant, c'est que le concours pour une nouvelle mitrailleuse qui serait seule responsable de l'aspect de la MG3 aujourd'hui ne fut pas remporté par ces célèbres concepteurs d'armes et leur grande manufacture, mais par une entreprise qui fabriquait des articles ménagers. Elle produisait des objets en tôle emboutie pour tout ce dont on pouvait avoir besoin dans sa maison ou son jardin, mais n'avait jamais travaillé sur des armes. Elle obtint pourtant un contrat de conception pour une nouvelle mitrailleuse, parce qu'elle savait produire vite et à moindre coût. Alors son ingénieur en chef, le docteur Werner Gruner, retenez bien ce nom, il aura son importance plus tard, demanda carrément à la Wehrmacht de pouvoir participer à un stage de formation sur les mitrailleuses pour voir comment l'arme était censée fonctionner, à quoi elle était destinée et quels problèmes les soldats rencontraient avec elle sur le terrain. Et après un certain temps, avec ses hauts et ses bas, ils avaient leur prototype. Il était radicalement différent de tout ce qui existait alors. À la place d'un système à emprunt de gaz, il disposait d'un système plus simple à culasse, calé par galet, fonctionnant par recul. Tout, à l'exception du canon, de la culasse et de quelques autres pièces soumises à la haute pression de la cartouche tirée, était fabriqué en tôle emboutie et assemblé par points de soudure, ce qui était tout simplement renversant à une époque où les armes militaires sérieuses devaient obligatoirement être usinées dans de l'acier forgé plein. Les essais arrivèrent ensuite,
et d'autres designs proposés par de véritables fabricants d'armes surpassèrent largement ce prototype lors des épreuves, ce qui, franchement, n'était pas vraiment une surprise. Mais ce design d'aspect quelconque en tôle emboutie fut sélectionné quand même, parce que ce n'était pas le concours de la meilleure mitrailleuse en termes de performance, mais de celle la plus adaptée à la production de masse. Et le recours à l'emboutissage signifiait qu'elle pouvait être fabriquée rapidement et à bas coût, exactement ce dont les Allemands avaient besoin. Grâce à certaines caractéristiques de cette nouvelle conception, la nouvelle arme pouvait tirer bien plus vite que la MG34. Alors que la MG34 cadençait à 800 ou 900 coups par minute, ce nouveau design atteignait environ 1200 coups par minute, et certaines versions avec des culasses allégées dépassaient les 1500 coups par minute, ce qui était tout simplement insensé. Les tolérances de fabrication plus larges de la conception en tôle emboutie, qu'un ingénieur de précision aurait normalement jugé bâclé, rendaient en réalité l'arme plus fiable dans les conditions du champ de bataille. Les pièces ajustées avec précision de la MG34 s'enrayaient dès que du gravier ou de la boue pénétrait dans la mécanique. La nouvelle arme, avec ses jeux internes plus généreux, continuait simplement de fonctionner, quelle que soit la saleté infiltrée. La nouvelle conception nécessitait 75 heures d'assemblage, soit la moitié du temps nécessaire pour la MG34. Elle consommait environ 28 kg de matières premières, contre 50 pour la MG34. À l'échelle de la production de guerre, ces différences pouvaient faire la différence entre gagner et perdre. J'ai dit « pouvaient », pas qu'elles l'ont fait, mais quand même. L'arme fut affinée, remise à des unités sélectionnées pour des essais au combat fin 1941, et les résultats conduisirent à son adoption officielle début 1942. Elle reçut alors son nom définitif, MG42, et fut poussée en production à plein régime. Elle ne remplaça cependant jamais complètement la MG34, pour plusieurs raisons. La première était la production. Les usines fabriquaient déjà des MG34, et les reconvertir pour produire une nouvelle arme aurait provoqué une interruption de la chaîne, alors qu'ils avaient encore besoin de pièces pour les MG34 déjà en service. L'autre raison, c'est que la MG34 était la seule mitrailleuse que les Allemands utilisaient à l'intérieur de leurs chars, en position coaxiale ou de coque. Et ce, parce que son système de changement rapide de canon était différent de celui de la MG42. Il était légèrement plus lent et moins pratique en conditions de terrain, car il fallait faire pivoter le boîtier, puis retirer le canon par l'arrière du manchon, alors que sur la MG42, un loquet sur le côté permettait de désolidariser simplement le canon et de le retirer d'un geste. Plus simple et plus rapide à l'extérieur, certes, mais dans l'espace confiné d'un char, c'était impossible sans refondre les tourelles et les coques. La MG34 n'avait pas ce problème, et elle resta la mitrailleuse de char allemande pendant toute la durée de la guerre. Mais les Allemands produisirent tout de même plus de 400 000 mg 42, ce qui la rapprocha très près de la MG34 en volume de production, malgré un démarrage plusieurs années plus tard. Mais pourquoi est-ce que je parle autant de la MG42 dans une vidéo censée porter sur la MG3 ? Si vous le savez, vous comprenez. Sinon, ça va devenir limpide dans un instant. La MG42 tirait depuis une culasse ouverte, ce qui rendait son fonctionnement relativement simple. Elle n'avait pas de mode semi-automatique comme la MG34. La gâchette ne contrôle qu'une saisie qui maintient la culasse en arrière lorsque l'arme est armée. Quand on appuie sur la gâchette, cette saisie se libère, la culasse part en avant et l'arme tire tant qu'on maintient la pression. Il n'y avait donc pas grand-chose qui pouvait mal tourner. Le levier d'armement et le loquet du couvre-culasse avaient été conçus en tirant les leçons du front de l'Est, de sorte qu'un servant puisse les actionner avec d'épais gants. Bien sûr, ce dont tout le monde parle, c'est la cadence de tir, ce chiffre bien connu de 1200 à 1500 coups par minute, qui terrorisait tellement les soldats alliés et inspira tous ces surnoms ridicules. Gardez à l'esprit qu'à cette époque, les mitrailleuses alliées tiraient toutes entre 500 et 650 coups par minute. Il n'est donc pas étonnant que les soldats alliés aient détesté les mitrailleuses allemandes. Les Allemands voulaient une cadence de tir supérieure à celle de quiconque, parce qu'ils avaient compris l'importance capitale de mettre le plus de projectiles possible sur la cible dans le temps le plus court, plutôt que d'assurer un tir soutenu sur une plus longue durée à cadence réduite. Si vous voyez ce que je veux dire. Les Allemands plaçaient autant de projectiles sur leur cible que les Alliés, mais en un temps bien plus court. Le second avantage concernait le tir contre les aéronefs à basse altitude, où une cadence cyclique aussi élevée que possible est également indispensable. Et cette cadence de tir hallucinante était obtenue grâce à un mécanisme à culasse calé par galet fonctionnant par recul, aidé par ce frein de bouche qui ressemble à un atténuateur de flash. Mais les Allemands ne voulaient pas que cette mitrailleuse serve à arroser n'importe quoi au hasard. La doctrine exigeait des rafales courtes et contrôlées et des changements de canon très fréquents.
Les servants étaient entraînés à tirer des rafales de 3 à 7 coups, mais il fallait un entraînement sérieux pour y parvenir sans lâcher une rafale de 15 coups sur une arme qui tire 20 projectiles par seconde. Les instructions allemandes pour la MG42 interdisaient explicitement de tirer des rafales de plus de 250 coups sur une seule pression de gâchette, tandis que l'intervalle recommandé pour les changements de canon était en théorie d'environ 200 coups, même si en pratique, dans le feu de l'action, les servants poussaient bien au-delà. Le canon, logé dans un manchon embourti ouvert sur le côté droit, se retire facilement en ouvrant un loquet. Il coulisse alors par l'arrière droit de l'arme. Un nouveau canon s'insère, le loquet claque en position et l'arme peut reprendre le tir. Des servants aguerris pouvaient effectuer ce changement en 5 à 7 secondes, même si les conditions réelles du combat étaient toujours une autre affaire. Son mécanisme d'alimentation par bande est d'ailleurs l'un des designs les plus copiés du monde. La MG42 est alimentée par des bandes à maillons métalliques non désintégrants, produites en tronçons de 50 coups, pouvant être assemblées en bandes plus longues. La boîte de munitions standard allemande contient 250 coups. Et regardez ces boîtes un instant pour mesurer à quel point les Allemands pensaient en avance. Les Alliés n'avaient rien de comparable. Elles étaient étanches, avec des poignées de transport astucieusement positionnées d'un côté pour pouvoir emporter 2 d'une seule main. Essayez de faire ça avec les boîtes alliées. Les poignées pouvaient également se rabattre pour empiler les boîtes dans un char ou un bunker, et elles pouvaient se clipser sur des ceintures ou sur les trépieds Lafette. Et puisque l'on parle du Lafette, il s'agit à mon avis de l'accessoire le plus ingénieux de toute la Seconde Guerre mondiale pour les mitrailleuses. C'est un trépied sans équivalent au monde, et il transforme une mitrailleuse légère en mitrailleuse lourde. Le trépied Lafette pèse environ 10 à 8 kg et est compatible à la fois avec la MG34 et la MG42, débloquant le plein potentiel de l'arme pour créer des cauchemars de l'autre côté. Il est doté de ressorts tampons absorbant le recul qui rendent l'arme bien plus maîtrisable et d'une précision redoutable, même à longue portée. Il possède des mécanismes de pointage en site et en gisement permettant aux servants de prédéfinir la zone à traiter. On pouvait y monter une lunette de visée télescopique, voire un périscope, pour tirer à l'abri d'une tranchée ou effectuer un tir indirect. Mais la caractéristique la plus remarquable est sans conteste le Tiefenfeuille automa qu'on pourrait traduire approximativement par dispositif de tir en profondeur. L'idée, si le servant n'est pas sûr de la distance à la cible ou veut balayer une zone précise, il peut préprogrammer cette zone sur ce calculateur analogique. Puis, une fois que l'arme commence à tirer, ce dispositif utilise le recul pour faire pivoter la mitrailleuse en balayant la zone définie. L'équipage peut ainsi saturer la zone de projectiles et même utiliser la mitrailleuse comme une pièce d'artillerie très légère. Le servant pouvait aussi attacher une cordelette à la gâchette et tirer depuis un abri, et les Alliés haïssaient le Lafette parce qu'une seule mitrailleuse bien positionnée sur ce trépied leur donnait du fil à retordre. L'arme était bien plus difficile à localiser car basse sur le sol et généralement bien protégée. Et le feu qu'elle produisait était d'une précision implacable. Les servants pouvaient changer rapidement de canon, tandis que la mitrailleuse restait en position sur le trépied, et les Allemands disposaient autant que possible de plusieurs positions de tir alternatives préparées à l'avance. Ils tiraient depuis une position et, dès que les soldats en face avaient localisé la source du feu et commençaient à tenter de la neutraliser, les Allemands remballaient rapidement leur mitrailleuse et rejoignaient la position suivante pour tirer sous un angle différent. Ils créaient ainsi l'illusion de disposer de bien plus de mitrailleuses qu'ils n'en avaient réellement. Vous vous demandez peut-être, comment se fait-il que, face à une arme aussi avancée, personne n'ait récupéré un exemplaire capturé pour le copier? Eh bien, ils ont essayé. Les Américains notamment lancèrent le programme Twin 4, avec l'objectif de fabriquer la MG42 en calibre 30 à 0,6 pour armer leurs troupes. Mais ils ne parvinrent pas à la faire fonctionner avec des munitions différentes, et le projet fut finalement abandonné. Bon, avoir la meilleure mitrailleuse du monde n'aida pas les Allemands à remporter la guerre, ils la perdirent pour de multiples autres raisons. Après tout, ils se battaient à peu près contre la moitié du monde. La guerre prit fin, et les usines, les armes, les ingénieurs et les scientifiques allemands se retrouvèrent tous entre les mains des Alliés, raflés par les blocs occidental et oriental, à qui mieux. Les nombreuses MG42 qui traînaient un peu partout se dispersèrent aux 4 coins du monde. La Yougoslavie, par exemple, mit la main sur un grand nombre de MG42 et commença à en produire sa propre copie conforme pour l'intégrer à son arsenal. Ce fut le MK53, un duplicata quasi parfait de la version allemande, dans le même calibre. Sa cadence cyclique était légèrement inférieure, aux alentours de 950 coups par minute.
Elle fut utilisée pendant des décennies dans l'armée yougoslave et fut également exportée en grand nombre vers l'Irak, où elle finit par tirer sur les troupes alliées lors de la guerre du Golfe. Mais comment la MG3 est-elle née ? Après 1945, l'Allemagne était désarmée, occupée par les Alliés et divisée en zones d'occupation pour s'assurer que les Allemands n'auraient plus jamais d'armée. Mais les choses commencèrent à évoluer dans les années d'après-guerre. Je ne vais pas vous embêter avec les blocs oriental et occidental et leurs tensions. En résumé, les Alliés occidentaux craignaient une guerre avec l'Union soviétique, dont la frontière passait désormais à travers l'Allemagne. Ils estimèrent qu'il serait utile que l'Allemagne de l'Ouest dispose d'une armée pour les épauler en cas de nouveau conflit mondial. C'est ainsi que fut créée la Bundeswehr, le nom donné à l'armée de l'Allemagne de l'Ouest pour la distinguer de la Wehrmacht de la Seconde Guerre mondiale et qui signifie approximativement « défense fédérale ». Quoi qu'il en soit, la Bundeswehr fut placée sous commandement OTAN dès son premier jour et elle devait désormais reconstituer et moderniser son armement. Elle passa en revue ce que l'OTAN avait à offrir et conclut essentiellement qu'elle pouvait faire bien mieux, et non seulement qu'elle le pouvait, mais qu'elle avait déjà fait mieux une dizaine d'années plus tôt. La bonne vieille MG42. Mais deux problèmes se posaient d'emblée. Le premier, c'était la munition. L'OTAN avait standardisé le calibre 7, 62-50 et 1 mm, de sorte que toutes les nations de l'Alliance devaient l'utiliser pour faciliter le soutien mutuel en cas de nouveau conflit. Il fallait donc changer de calibre. Le second problème, tous leurs plans, spécifications et dessins de fabrication de la MG42 avaient été récupérés par les Soviétiques. Les Allemands devaient désormais rétro-ingénier leurs propres armes. Et l'homme dont je vous ai parlé en début de vidéo, le principal ingénieur du programme MG42, était encore vivant et continuait d'exercer comme ingénieur. Mais il se trouvait de l'autre côté du rideau de fer. Il avait été enlevé par les Soviétiques dans le cadre d'une opération visant à rassembler tous les spécialistes techniques allemands qu'ils pouvaient trouver et à les ramener en Union soviétique, où ils étaient pratiquement contraints de transmettre tout leur savoir. Mais Rheinmetall y parvint finalement au terme d'un processus loin d'être simple en rétro-ingéniant la MG42 et en établissant toutes les spécifications de production de la nouvelle mitrailleuse. Ils la chambrèrent dans la nouvelle munition standard OTAN qui est de toute façon assez proche de la Mauser 7,92 d'origine. Les nouvelles mitrailleuses de production dans ce calibre reçurent la désignation MG Gun, tandis que les MG42 d'origine rechambrée en 7, 62 OTAN prirent le nom de MG2. La M-Gun évolua ensuite à travers une série de variantes dans ce nouveau calibre, avec des améliorations progressives. La cadence de tir fut également réduite à un niveau plus confortable, entre 700 et 900 coups par minute, grâce à l'installation d'une culasse plus lourde. Tous ces petits détails importants conduisirent finalement à la MG3. Toutes les variantes antérieures furent converties au standard MG3 en leur ajoutant l'ensemble de ces améliorations. Cependant, à son cœur, la mitrailleuse repose toujours sur le même système de fonctionnement que la MG42, la procédure de changement de canon est identique et pratiquement quiconque est familier de la MG42 peut prendre en main la MG3 et l'utiliser de la même façon. Un grand nombre de pièces sont même interchangeables entre les deux. De nombreux autres pays du bloc occidental adoptèrent la MG3 pour leurs armées ou en fabriquèrent leur propre version sous licence. Elle fut largement engagée dans divers conflits par la suite, mais au début des années 2000, elle commençait à accuser son âge. La conception de base avait 60 ans, et la Bundeswehr allemande se mit en quête d'une solution nouvelle. Elle commença par ce qu'elle appela des modernisations de combat de la MG3. Ajout de rails Picatinny, crosse réglable, cadence de tir ajustable, et ainsi de suite. Puis, elle fit quelque chose d'opposé à tout ce que représentait la famille MG42 et son concept. Elle fit fabriquer les nouveaux boîtiers de la MG3 en acier plein pour prolonger la durée de vie de ce design hérité de la Seconde Guerre mondiale. Mais elle conclut qu'elle ne pouvait pas étirer cela indéfiniment, et en 2006, elle lança le développement d'une nouvelle mitrailleuse polyvalente, ce qui aboutit finalement à l'adoption de la MG5, désormais une conception entièrement différente, à fonctionnement par emprunt de gaz, avec un verrou rotatif, et qui n'a pratiquement plus rien en commun avec la lignée MG42 sur le plan du système de fonctionnement.